Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH. Chaque jour en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci pour vos réactions évidemment sur la toile, sur les réseaux évidemment. Et puis on va retrouver comme chaque jour nos rubriques habituelles. Bien dans son job, réconcilier les RH et la tech. Bah oui, c'est deux mondes, deux langages qui parfois se tournent le dos, qui ne se comprennent pas. On en parlera avec le fondateur d'une entreprise de formation pour prendre par la main les RH et leur faire mieux comprendre le monde de l'IT. Smart et réglo, le statut de cadre dirigeant. Ben oui, qu'est-ce que c'est exactement? Ce qu'il faut savoir exactement pour éviter les grosses erreurs. On fera le point avec une avocate dans notre rubrique. Le débat, comme chaque vendredi, les experts de Smart Job. On s'intéresse à deux sujets qui sont importants. La réouverture, évidemment, des lieux culturels, mais aussi des restaurants avec terrasse. Et puis on parlera aussi des deux thématiques que les Français plébiscitent à une année de l'élection présidentielle, l'emploi et le pouvoir d'achat. Deux thèmes qui vont animer cette campagne et ça sera évidemment l'occasion d'en parler sur ce plateau avec mes invités. Et puis Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Smart Job. Recrutez-vous la jungle de l'emploi de A à Z aux éditions Cabric. L'auteur sera avec nous pour nous prendre par la main aussi dans cette jungle du recrutement. Voilà pour le programme aujourd'hui. Tout de suite, notre rubrique Bien dans son job. Bien dans son job, on va en parler aujourd'hui avec Thomas Vergniaud. Bonjour Thomas. Bonjour. Bien dans son job, c'est pas toujours simple et on va en parler avec lui quand on est un RH et qu'on se casse un peu la tête pour essayer d'avoir les bons mots, le bon jargon quand on veut recruter des gens de la tech. Et Dieu sait si sur ce plateau on nous dit... On cherche les talents, on essaie, sauf que c'est compliqué Thomas. Oui. Quand on est souvent d'école de commerce ou de sciences humaines, oui. On a fait des parcours en sciences humaines, on se retrouve face à des gens qui jargonnent. Vous avez inventé avec votre entreprise, chez Wellcode, un pont pour essayer de se faire parler ces deux mondes. Racontez-moi. Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de m'inviter sur ce plateau. C'est un plaisir. En fait, on parle d'un constat très très simple. L'idée, c'est de dire que les RH sont issus du monde classique, des parcours RH traditionnels, du recrutement, c'est-à-dire plutôt école de commerce, master RH, des choses assez simples. Et en fait, ils n'ont jamais été formés sur la partie IT. Ils n'ont jamais eu ce jargon, ce petit vernis technique. Ils vont recruter forcément des profils tech, mais ils n'ont pas du tout d'expérience sur le jargon, sur le métier, sur les outils. Comment est-ce que je fais? Thomas, j'ai même envie de dire qu'ils n'y comprennent rien. Hein. Alors, il y en a qui y comprennent, il y en a qui s'acculturent, mais on a un vrai petit souci là-dessus. On parle beaucoup d'auto-formation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là, donc ces recruteurs, ces sourceurs, ces talents d'acquisition qui travaillent dans le domaine de l'IT, vont effectivement aller sur YouTube, aller sur Wikipédia, glaner des petites informations comme ça, par-ci et là, et en fait, ils vont apprendre sur le tas. Il y a une vraie perte de temps. Vous les prenez par la main à travers un parcours de formation, The Bridge, comme son nom l'indique, c'est un pont. Ouais. C'est quoi? Le pont qui réconcilie des mondes Exactement. qui ne se connaissent pas. Oui, tout à fait. C'est notre objectif, c'est réconcilier, c'est pour ça qu'on l'appelait The Bridge, faire le pont entre la technique et le métier du recruteur. Leur donner en une journée une acculturation digitale complète à travers de la vulgarisation, de la personnalisation, pour en fait leur donner toutes les clés pour gagner en employabilité, en crédibilité auprès de ces profils tech qui sont très durs. Le mot crédibilité il est important parce que c'est vrai que pour les développeurs, ici sur ce plateau, nous avons beaucoup d'entreprises qui nous disent on est dans l'IT, on est dans la tech, on est dans le cloud, on n'arrive pas à recruter, on a un mal fou à recruter. Ça peut aider le RH à pouvoir aller chercher le talent là. Complètement. En fait, on va parler le même langage. On va lui proposer un vernis technique. On va lui parler donc des métiers de l'IT, de l'écosystème de l'IT, des jargons, des librairies, des langages, tout ce qui est un petit peu complexe. Des librairies? Oui, des librairies, des frameworks, des petits outils qui vont nous permettre, des petits bouts de code qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite, plus rapidement dans les développeurs. En gros, comment mieux discuter avec un profil IT, se mettre à son niveau, être curieux et comprendre réellement. Attention, c'est complètement adapté au RH. Je ne parle pas de formation technique pour des techs, mais c'est le vernis, hein, on est d'accord. Le vernis juste indispensable pour pouvoir mieux recruter. Thomas, c'est important parce que qui, mieux qu'un développeur, peut parler à un RH? Vous êtes à l'origine un développeur. Vous êtes l'homme qui avait la tête dans l'ordinateur. Et aujourd'hui, vous avez un tout petit peu relevé la tête. Et vous dites, mais il faut que maintenant ces mondes se parlent.
Tout simplement, ça part du deuxième constat, c'est qu'en fait, moi, j'ai été chassé et recruté quand j'étais développeur. Et ça s'est pas très, très bien passé. Attention, pour ceux qui nous écoutent, ça s'est bien passé certaines fois, mais il y a des fois, non. Ça s'est très Pourquoi mal ça s'est mal passé? Parce qu'il y avait des messages variabilisés en séquence, c'est-à-dire qu'on venait me chercher toute la journée, me solliciter pour des choses où ce n'était pas mon profil, c'était pas mes technologies, et on parlait de la boîte, que de la boîte, que de la boîte. On ne parlait pas de moi, de mon profil, de mes compétences. On ne s'intéressait pas De ce que vous saviez faire. Exactement, de ce que j'allais vendre. Et il y avait une très mauvaise expérience candidat, expérience client. Moi, j'ai été perdu là-dedans. Et c'est pour ça que Wellcode est né. Perdu et en même temps trop sollicité, donc c'est un peu épuisant pendant que vous êtes en train de travailler, vous êtes archi sollicité, parce que très demandé visiblement, Oui, tout à fait, oui. et au final vous avez cédé Alors, je reviens sur ce que vous dites. Pourquoi pénurique? C'est parce que ce sont des profils pénuriques, c'est un marché en forte croissance, et donc effectivement, il faut sortir de la masse pour bien recruter. On est obligé de faire du quantitatif quand on est une ESN, un cabinet de recrutement, une start-up, mais ce qui est très important, c'est de miser sur la qualité et d'aller cibler la bonne personne avec le bon langage, et c'est effectivement ce que l'on propose chez Wellcode. Golden Nugget, ça c'est une formation de sourcing à 100%. Racontez-moi, parce qu'il y a le bridge, on a compris qu'il y avait l'idée de trouver de se connecter dans le langage. Là, le Golden Nugget, c'est quoi ce programme? Alors, c'est une formation 100% sourcing IT. Il y a plein de formations qui existent sur le sourcing, mais dédiées à l'IT, effectivement, c'est ce qu'on propose. Rentrer dans la tête du profil que l'on va recruter, définir son persona, par exemple. Ensuite, on va expliquer que... C'est quoi le persona? Le persona, c'est ce qu'on a vu effectivement de la partie marketing. Quel est le profil type de la personne que l'on va recruter? C'est un ingénieur, il a quel âge, quelles sont ses passions? Et en fait, on va rentrer dans sa tête pour mieux comprendre. Le portrait robot du candidat. Le portrait robot du candidat que l'on va trouver. Avec ça, on va pouvoir effectivement mieux lui adresser des messages plus personnalisés, effectivement, puisqu'on va concrètement réellement s'intéresser à lui, et on va essayer d'arrêter d'aller sur des job boards traditionnels ou sur du LinkedIn. Et moi, en tant qu'ancien dev, je vais proposer ceci en fait en allant sur des réseaux professionnels techniques beaucoup plus précis, pointus pour aller trouver au final la pépite. C'est pour ça qu'on l'a appelé Golden Nugget. Ouais, vous avez vu Thomas Vergniaud, déjà, il jargonne, c'est le dev. On ne dit pas développeur avec Thomas Vergniaud, on dit dev. Ouais. C'est ce qu'on dit dans... Plein de jargon. Ouais, j'ai jamais vu un métier, peut-être dans les secteurs de la défense et de la médecine, là aussi il y a beaucoup de jargon, un métier où on jargonne autant, où il y a autant de mots codés, de mots anglais. C'est incompréhensible. Ouais. Et c'est mon job, du coup, c'est de vulgariser. C'est ça qu'on propose, de la personnalisation, de la vulgarisation, à travers une formation très courte, une journée, 8 heures, avec des modules bien ciblés, vraiment 100% dédiés au RH. Avant de nous quitter, ça commence comment une formation avec Thomas Vergniaud? Qu'est-ce que vous racontez au début à un RH qui a les yeux grands ouverts? Eh ben, on va parler d'Internet, on va parler du réseau, on va parler de l'informatique, mais un petit peu de l'informatique expliquée pour votre grand-mère, c'est-à-dire synthétisé en français avec des exemples très simples. Ouais, c'est gentil. En français, c'est super important. Les acronymes doivent être traduits, tout doit être en français, et avec beaucoup de définitions, et on repart avec des goodies, des livrables et des choses concrètes, des plans d'action pour, dès le lendemain matin, mettre en pratique ce que l'on a fait pour être au mieux des profils que l'on recrute. En contre-champ, qu'est-ce qu'ils vous demandent les RH? Parce que d'abord, le RH se dit, je suis un peu juste en IT, c'est vrai, je le reconnais, j'ai des compétences, mais pas celle-ci. Il fait appel à Wellcode, très bien, il ouvre son ordinateur, puisqu'aujourd'hui, j'imagine que c'est du distanciel. Qu'est-ce qu'il vous a dit en préparant le rendez-vous? Il m'a demandé ses points de focus, c'est-à-dire ce cabinet, peut-être qu'il est très pointilleux et très pointu sur une technologie. Donc je vais m'adapter, je vais prendre cette technologie, j'ai un parcours complet, j'ai un programme complet et des modules que je vais adapter au fur et à mesure. Et effectivement, il m'a dit, voilà, il faut qu'on fasse un point de focus là-dessus. Et je fais monter sur des langages, sur des librairies, sur les métiers. J'explique l'agilité, par exemple, comment fonctionne un développeur au quotidien, quels sont ses langages, quels sont ses outils. Ça, c'est vraiment pour The Bridge, pour la partie le pont. Et effectivement, après Golden Nugget, on va aller plus dans du précision, c'est pour des sourceurs, pour du sourcing, pour mieux sourcer le profil IT que l'on cherche, pour sortir de la masse. Car les développeurs et les ingénieurs en général, les gens de la tech, ont besoin de ça, d'être écoutés, d'être compris. Donc ça veut dire que si on arrive à affiner au portrait robot, au goût, aux couleurs, au choix, on attire l'œil, l'attention et la curiosité. On se dit, tiens, lui, il a compris comment je fonctionnais. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai choisi un cabinet de recrutement qui s'était intéressé à mon profil, qui avait vu que je faisais tel et tel langage. Le carton rouge énorme, ce serait de confondre deux langages quand on est dans le domaine de la tech. Là, quand vous dites les langages, expliquez-nous, c'est les langages de programmation. Tout à fait. Si vous discuter avec un ordinateur, effectivement, le développeur, l'ingénieur, c'est son métier. Il discute avec l'ordinateur pour réaliser une tâche, effectivement. C'est vraiment un univers incroyable dans lequel vous nous faites entrer. Passionnant. J'imagine qu'à la sortie, le RH se sent quoi? Plus fort, plus en confiance? Beaucoup plus en confiance, meilleure crédibilité, il a un
meilleurs, donc des outils pour scanner des CV concrètement. Il va scanner des CV beaucoup plus rapidement. Il va être à l'aise lors d'un entretien candidat. Il va pouvoir parler le même langage avec ce profil. Et du coup, ce candidat sera forcément séduit, mais réellement séduit, pas une fausse séduction. Et challenger pour le coup. Challenger pour le coup. Merci Thomas Vergniaud. C'est un vrai plaisir. Ah oui, c'est un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses et je trouve que c'est très intelligent de créer ce pont entre des mondes qui ne se comprennent pas et ça peut évidemment créer des malentendus. Et d'ailleurs, la fameuse pénurie aussi, elle est liée à ça. Elle est liée aussi personne à veut sortir un petit peu du lot. Voilà, chacun est dans sa case. Et surtout, arrêtons de s'auto-former. Prenez le temps de se former. Wellcode, il y a plusieurs formats, vous l'avez compris. Et c'est Thomas Vergniaud lui-même, attention, un homme de la tech, comme il dit, du dev. Vous êtes un homme du dev. En tout cas, vous êtes un formateur. Pas que du dev, attention, il y a du cloud, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a tout le chemin. IT, voilà. Ça, c'est important de savoir que le cloud aussi est un élément où ça se développe beaucoup. CEO, fondateur 2019 et le patron et le formateur de chez Wellcode, qui est votre bébé et votre entreprise. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Bon retour à Bordeaux, puisque vous êtes bordelais. Ouais. Voilà, bon retour à Bordeaux. On revient à un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, et vous d'ailleurs, Thomas, au premier chef, eh bien, la responsabilité des dirigeants. Oh là 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 là, c'est un sujet sérieux, il ne faut pas faire d'erreur. On en parle tout de suite avec une avocate. Nathalie Athias. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Avocate présidente de mesaccordscollectifs.com. On parle des cadres dirigeants et on parle du statut. D'abord, c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant? Avant de parler d'erreurs, de bêtises, de pénal, de civil, c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant? Le cadre dirigeant, c'est celui qui va représenter l'entreprise à l'extérieur et à l'intérieur. Donc à l'extérieur, il a une délégation de pouvoir. Vous vous souvenez qu'on en a parlé la fois dernière? J'ai tout noté. Voilà. Donc il a une délégation de pouvoir. Il engage l'entreprise. Il participe. Il est représentant. Souvent, il est représentant légal de l'entreprise. C'est associé. En général, c'est un membre du comité de direction. Il a un mandat social. Donc il a la possibilité de représenter l'entreprise valablement vis-à-vis des tiers. Ici, une échec? Bien sûr, exactement. Oui. Forcément. Donc il a obligatoirement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça figure dans les conditions et les critères pour avoir ce statut. Et donc, vis-à-vis des salariés, par ailleurs, il a le pouvoir hiérarchique. C'est lui, entre guillemets, qui va détenir l'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire. Disciplinaire, donc c'est-à-dire de se séparer d'un Il collaborateur. peut ensuite déléguer, vous savez, au DRH, etc. Quels sont les dangers, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on est cadre dirigeant, qu'on s'engage dans un nouveau défi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit vérifier d'abord? Alors moi, je vais vous dire, je vais essayer de me placer du point de vue de l'entreprise et du point de côté vue cadre. du cadre. D'abord, il y a des conditions pour être cadre dirigeant. Pourquoi est-ce qu'il y a des conditions? Parce qu'on veut s'assurer que celui qui dispose de ce titre, de ce statut, est vraiment un cadre dirigeant au sens légal. Parce que les conséquences sont importantes, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est d'abord responsabilité importante dans la hiérarchie, dans l'organigramme de l'entreprise, qui implique une grande indépendance dans l'organisation de son travail. Et de ses horaires. Bon, vous avez compris et vous avez mis le point exactement là où il fallait. Donc, deuxièmement, c'est le pouvoir de décision autonome, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être autonome dans les prises de décision. Et puis, il doit figurer parmi les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. D'accord ? Donc, vous avez compris que donc ces conditions, elles doivent être réelles, c'est-à-dire qu'en cas de contentieux, en cas de litige, le juge va s'attacher non pas à la qualification que donnent les parties au contrat, mais à la réalité de l'exécution de son travail. Pas un titre fictif. Voilà, exactement. Bien sûr. Et donc, la conséquence essentielle, vous l'avez compris, c'est qu'il n'est pas du tout soumis à la réglementation de la durée du travail. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis à tout ce qui est repos hebdomadaire, astreinte, jours fériés et rémunération de jours fériés, tout ça, et puis surtout, évidemment, les heures supplémentaires. Donc, aucun recours possible de la part d'un cadre dirigeant pour régler cette affaire. Alors, il peut ou pas? Bien sûr. Et il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas? Bah oui, moi j'en vois j'en ai souvent des contentieux avec Très bien. Des contestations. Il le savait dès le départ quand il arrive. Bien sûr. On est là dans la réalité du positionnement du cadre à qui on donne le statut. Il y a des cadres à qui on impose ce statut de cadre dirigeant. J'ai envie de dire, ils ne sont pas vraiment en mesure de négocier. On leur dit, c'est dans le package. Tu as une belle rémunération, ne te plains pas. Mais par contre, accepte. Voilà, mais par contre, tu dois accepter ce qui va avec. C'est-à-dire que ce qui va avec le cadre dirigeant, c'est les délégations de pouvoir. On en a parlé, c'est-à-dire la responsabilité pénale.
Et puis aussi une obligation de loyauté qui est renforcée. Vous savez que les cadres, ils ont à l'égard des autres salariés un devoir d'exemplarité. Et donc, quand on n'est pas dans un équilibre entre l'entreprise et le cadre, il arrive que quand ça se passe mal, eh bien, il dit, écoutez, puisque c'est comme ça, moi je voulais vous demander, vous ne m'avez pas traité comme un cadre dirigeant, parce qu'il y a beaucoup de blessures, vous savez, dans les ruptures de contrat de travail et les séparations, moi je le vois. En un mot, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Et maintenant, je me suis impliquée et vous me traitez comme un malpropre. C'est ce qu'on entend, Et c'est souvent des blessures de considération. Et d'ego. Bien sûr, absolument. De considération. Et vous savez, ces blessures d'amour-propre, ce sont les plus difficiles à guérir. Elles sont profondes. Et donc, sauf si on arrive à entamer un processus, un mode de règlement alternatif des différends. De médiation. Un jour, on pourra en parler. Parce La que médiation. Encore mieux, je suis formé au processus collaboratif, je pourrais vous en parler un jour. Pour essayer de se mettre autour de la table et de se dire, bon allez, exactement. On pose les armes et on discute. Exactement, et discutons. Où t'ai-je blessé ? Dis-moi où t'ai-je blessé. On peut peut-être faire une communication de départ pour dire pourquoi tu t'en vas, etc. Oui, parce qu'il y a aussi, qu'on oublie, c'est la façon dont quelqu'un va partir de l'entreprise. Mais bien sûr, mais ça c'est un vrai sujet, honnêtement, on pourra en parler un jour. Qui tue d'ailleurs parfois une carrière parce qu'il est mal parti. Oui, et pour conseiller les entreprises, il faut aussi leur dire attention dans la façon dont vous vous séparez des collaborateurs. Vous ne devez pas mal vous comporter, vous devez aussi tenir compte et écouter l'autre, parce que ça peut éviter l'emballage du départ. Ça peut éviter des contentieux. Et donc, sur la rupture de la séparation, donc ils se disent, écoute, moi, tu t'es mal comporté avec moi, je vais demander mes heures supplémentaires. Et donc, du coup, c'est là la difficulté, parce que si on ne respecte pas ces conditions que je vous ai énoncées, à ce moment-là, le cadre dirigeant, entre guillemets, se retrouve soumis aux 35 heures. C'est-à-dire donc il y a un rattrapage d'heures colossal. Des heures supplémentaires au-delà des 35. Je ne sais pas si vous imaginez le contentieux, mais le montant des sommes, parce que quel cadre aujourd'hui travaille 35 heures? Ça n'existe pas. Oui. La plupart sont au forfait par ailleurs. Je peux vous garantir que ça fait très très mal. Quand on est face à des cadres dirigeants qui ne sont pas de réels cadres dirigeants, la conséquence derrière, elle est très lourde. Mais attendez, quand vous dites qu'ils ne sont pas de réels cadres dirigeants, qu'est-ce qui a fait qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas réellement des cadres dirigeants? Parce qu'il n'a pas une vraie autonomie dans son pouvoir de décision. D'accord. Parce qu'il n'est pas du tout dans les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. Il y a quand même, quand on dit les rémunérations les plus élevées, en général, on tient compte des 5 plus hautes rémunérations. Bon, donc, en général, vous savez, moi je vois des DRH qui ont statut de cadre dirigeant et qui n'ont pas du tout. C'est vrai. Elles sont ni dans l'autonomie du pouvoir de décision, ni dans les meilleures rémunérations. Ni au COMEX, c'est souvent l'enfant pauvre en termes de décision. Les DRH sont souvent au COMEX. En revanche, elles n'ont pas du tout d'autonomie dans le pouvoir de décision. Donc c'est ce que j'appelle moi des cadres dirigeants fictifs, dont l'objectif ne vise qu'à les exclure de la réglementation de la durée du travail. Et leur donner des délégations par ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, la conséquence aussi très importante sur laquelle il faut alerter les entreprises, c'est ensuite ce qui se passe en cas de rupture du contrat, d'une séparation. Quand il y a un contrat de travail, en général, le Pôle emploi accepte de couvrir l'assurance chômage, donc de garantir l'assurance chômage. Mais quand, par exemple, un cadre dirigeant a aussi un mandat social, alors là, je peux vous dire que le Pôle emploi tout de suite va tiquer et il va commencer à examiner si le contrat de travail allégué est réel. Ça veut dire qu'il va vérifier s'il y a des fonctions techniques bien distinctes du mandat social, s'il y a un vrai lien de subordination. Mais sinon, il ne règle pas, il n'indemnise pas sinon, il n'indemnise pas. Oui. Et donc, d'où l'intérêt pour les entreprises, quand on veut attribuer ce statut de cadre dirigeant, de demander au Pôle emploi un rescrit. Ils ont la possibilité de soumettre le dossier au Pôle emploi et leur demander si le Pôle emploi... Le rescrit qui est le document pour vérifier qu'on est dans les clous, quoi. C'est-à-dire que le rescrit, ça va au-delà. C'est-à-dire que le Pôle emploi dit, au vu des éléments que vous m'avez donnés... C'est un document officiel. Voilà. Je considère que vous pouvez avoir... Comme le rescrit fiscal. On demande, on se tourne vers Bercy. Voilà. Vous pourrez avoir droit au chômage. Et s'il n'a pas droit au chômage, à ce moment-là, il faudra se tourner vers les assurances privées de perte d'emploi. C'est ça. Qui peut être d'ailleurs négocié dès le début du contrat pour être certain que si on sort... Et c'est pas un parachute doré, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une assurance privée qui garantit un... En revanche, un contrat de travail ou un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables pour le cadre dirigeant, des jours de congés payés, des jours de congés supplémentaires. Inscrits dès le départ. Mutuelle, prévoyance, retraite, tout ça peut être prévu dans le contrat de travail immédiatement avec le
au moment où il rentre. C'est passionnant parce que c'est vrai que c'est un sujet de forte tension, surtout quand il y a le divorce, hein, surtout quand on déchire le contrat. Exactement. Et évidemment, ça fait mal. Des deux côtés, ça fait mal pour Bien le sûr. cadre, puis ça fait aussi mal Et vous avez financièrement raison. à l'entreprise. Les deux. Merci Nathalie Attias. De rien. Merci pour cet éclairage. Avocate, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs. On fait une petite pause. Tiens, les avocats sont très concernés par la chronique de Fanny Griesmer. Oui, la pause café. La voix. La voix. Quelle voix on utilise? Alors, c'est pour les pénalistes, évidemment, mais au pénal, comme ça, dans les cours, la voix joue un rôle très important. Eh bien, avec Fanny, on va essayer de trouver notre voix. Voilà, moi, je pense l'avoir trouvée, mais enfin, on ne sait jamais. Fanny Griesmer, la pause café. Avec Fanny Griesmer qui me fait des petites bêtises pour sa absolument pas. chronique. On est vendredi, écoutez. On est vendredi, on est toujours bien sur ce plateau avec vous pour cette petite pause. Alors là, c'est un éclairage intéressant sur la voix. Vous allez nous parler de la voix, qui est un outil, alors dans nos métiers évidemment, mais pas que dans nos métiers, qui est un outil déterminant. Totalement. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines déjà, je vous avais donné quelques petites techniques pour essayer de gérer votre stress lors d'une prise de parole en public. Mais une prise de parole, c'est aussi la voix. La voix. Et oui. Et comme aujourd'hui c'est la journée mondiale de la voix, et oui, je me suis décidé de me pencher sur le premier de nos outils de communication. Cette voix qui reflète tant de nous. Elle reflète notre identité, nos humeurs, notre état de santé aussi parfois. Bref, ce que l'on est. Et comme c'est un outil de communication, mais bien plus, c'est un instrument. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à s'en servir, à en jouer. L'objectif, c'est de se faire entendre et d'affirmer sa personnalité. Alors, il y a plusieurs techniques. Technique. C'est un instrument à cordes. Et à la portée de tous. Ça, c'est plutôt chouette. Technique valable pour tous, que votre voix soit rauque, suave, ou à l'inverse, que vous ayez une voix de canard ou de crécelle. Beaucoup de gens n'aiment pas leur voix. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur voix. On a du mal à s'entendre, en fait. Ils n'acceptent pas leur voix. Surtout à la réécoute. Mais bon, il faut prendre le temps. D'ailleurs, la réécoute, c'est un très bon exercice aussi pour voir si vous avez bel et bien posé votre voix. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est important, l'humeur et la posture. Alors déjà, sachez que le travail de la voix, ça ne se résume pas simplement à un travail technique ou mécanique. Pour avoir une voix charismatique et affirmée, l'essentiel, c'est de prendre conscience de sa posture face aux autres. Pour être clair, si vous ne vous sentez pas légitime lors d'une prise de parole, globalement, ça va s'entendre. Donc la clé, c'est la confiance en soi et c'est aussi la gestion des émotions. Évidemment. Parce que votre voix peut vous trahir. Elle blanchit la voix. Les émotions vous trahissent. Et font blanchir la voix. Exactement. La posture, c'est aussi le corps. Et oui, la gestuelle, c'est un outil formidable pour incarner votre message ou comment joindre le geste à la parole. Votre bouche n'est pas la seule à parler lorsque vous êtes en prestation devant un public. C'est votre corps tout entier qui parle. Si vous apparaissez le dos voûté, je ne sais pas, le regard totalement sur vos notes et que vous avez les bras croisés, par exemple, vous êtes globalement dans une posture fermée, non. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça dit du quelque tout. chose, Vous n'aurez en tout pas cas. le même impact que si vous avez une posture ouverte. Donc n'hésitez pas à vous redresser, vous vous tenez bien La droit, colonne d'air. vous dégagez les épaules, vous vous ouvrez. Voilà. En fait, vous occupez l'espace avec une gestuelle ample, des petits gestes, comme ça, un regard qui englobe toute la pièce. Vous regardez tout le monde. Elle le fait bien. Et je vous regarde. Elle le fait très bien. Et une voix qui s'étend partout, qui occupe le terrain. Et là, on va s'intéresser à la vibration vocale, celle qui vous permettra d'avoir une voix qui porte. Qu'est-ce qu'on fait? Petit exercice. Vous posez votre main sur votre poitrine. Et vous allez mettre le son que vous allez, au fur et à mesure, amplifier. Et vous entendez, effectivement, Et ça vibre. que la vibration dans votre poitrine. Là, vous faites ce petit exercice avant une prise de parole. Caisse de résonance. Exactement. Vous travaillez l'humeur aussi. L'humeur, bien sûr. Par exemple, si vous faites un discours de bienvenue et que vous adoptez le ton le plus neutre possible, ça marche pas. Ça va pas forcément bien marcher. Il faut l'incarner. Il faut l'incarner. Un bienvenue, globalement, on est accueillant, donc on a le sourire, on a une posture engagée. Par exemple, pour un exercice, vous allez choisir une phrase et vous allez la répéter avec des intentions différentes. Par exemple, bonjour et bienvenue sur Bismart. Faites-la moi avec différentes intentions. Bonjour, bienvenue sur Bismart.
Bon, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Bonjour, bienvenue sur Bismart. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, un peu vendeur quand même, un peu Oui, il y a un petit côté camelot. commercial, Un là. peu camelot. Qu'est-ce que vous allez me vendre là? Bonjour, bienvenue sur Bismart. C'est très bien, parfait. Voilà. On retient celle-ci. C'est une bonne note. Donc Je en suis fait, bien. vous allez vous rendre compte assez rapidement que la troisième fois, c'était la bonne. Vous avez la fréquence adéquate, l'intention adéquate. le bon niveau, Et là, ouais. votre message passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus attrayant. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Aussi à travailler, voilà, quelle intention vous donnez à votre message pour qu'il soit vendeur ou en tout cas qui passe au mieux. Il y a la projection également. Projection et donc la respiration, je le dis souvent sur ce plateau. Colonne d'air. La respiration, c'est la clé pour tout. Hein, le vrai remède. Respiration, colonne d'air, c'est surtout la pierre angulaire de la voix. Hein. Si vous ne oui. respirez pas, Ah oui. vous ne parlez pas. Vous devez utiliser effectivement votre voix comme un instrument. Donc effectivement, remplir toute la colonne d'air pour renforcer votre caisse de résonance. Ça aidera aussi pour la vibration vocale. Et vous pourrez ainsi projeter les mots avec davantage de puissance. Mais oui. Bien respirer, ça permet aussi de maîtriser ses émotions. Éviter de décrocher dans les aigus. Et cela aide à réguler le débit vocal, la puissance vocale, l'articulation. Bref, ça aide à poser sa voix. Un petit mot quand même sur le débit vocal. C'est vrai que sous l'effet du trac, on a tendance à parler beaucoup plus vite. On accélère. Voilà, que souvent il est beaucoup plus profitable de marquer quelques pauses qui ont un sens dans les idées, faire ressortir effectivement certaines d'entre elles qui sont peut-être plus importantes. Et pendant les pauses, vous pouvez faire quoi? Reprendre votre souffle. Comme les chanteurs. Exactement. Comme les chanteurs, c'est la même technique. On va terminer avec un petit exercice de diction. Mais qu'est-ce le qu'on dernier. bosse avec Fanny? Et oui, les virelangues, c'est formidable. C'est une pause café après Vous tout. connaissez les virelangues? Les virelangues? Oui, on va peut-être, allez-y. Je veux et j'exige Ah oui, je veux. d'exquises excuses. Exact. Je veux et j'exige d'exquises excuses. C'est drôle et efficace. Ça fait travailler les zygomatiques. Exactement. Donc l'idée, c'est de répéter plusieurs fois la même phrase. Au début lentement, et puis on va de plus en plus vite. Mais même quand vous allez vite, vous veillez à être Faites-le, Fanny, parce que c'est... très intelligible. Allez-y. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et Et voilà. Et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis. Dans le tapis. En tout cas, c'est un exercice utile parce que ça fait travailler aussi beaucoup les zygomatiques, Ça permet les d'étendre muscles de la bouche. sa mâchoire. La mâchoire, effectivement. exactement. Est-ce que vous avez terminé? Écoutez, oui. Vous avez terminé? Voilà. Eh ben, c'était un plaisir d'être avec vous. C'est fini, c'est plus une pause café, c'est The Voice avec Fanny Griesmer. C'est le coach de The Voice. Je me retournerai. Voilà, et espérons que vous allez buzzer pour notre débat qui va avoir lieu dans quelques instants avec nos experts de Smart Job. Un débat qui va traiter de l'actualité aussi. Et vous allez voir, il y a des thématiques qui sont directement liées à l'emploi et au pouvoir d'achat. Eh bien, c'est ce que souhaitent les Français à 1 an de la présidentielle. C'est les 2 thèmes qu'ils plébiscitent, devant d'ailleurs les questions de sécurité et d'immigration, l'emploi et le pouvoir d'achat. On va en parler sur ce plateau évidemment, et puis on parlera des annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a parlé un peu vite concernant cette réouverture que vous attendez tous si vous êtes artisan, commerçant et restaurateur évidemment? C'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH avec les experts de Smart Job, c'est chaque vendredi, c'est l'actualité autour des questions d'emploi. Et ça tombe très bien d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on va parler d'emploi. Emploi et pouvoir d'achat, c'est les 2 thèmes plébiscités par les Français à 1 an de l'élection présidentielle. La sécurité passe en 3e position et l'immigration, qui étaient souvent des thèmes plébiscités. Là, c'est l'emploi évidemment et le pouvoir d'achat dans un contexte de crise où évidemment rien n'a eu lieu, mais les Français pressentent que quand eh bien, la prise sera retirée, il peut y avoir évidemment des difficultés économique, et on le voit déjà avec 2 aciéries qui sont en dressement judiciaire. C'était pas plus tard qu'hier. Puis on parlera de la réouverture des restaurants. Est-ce que le président Macron a parlé un peu vite? Parce que c'est vrai que tout le monde attend, et c'est une réouverture, j'allais dire, en demi-teinte. Tout ne va pas réouvrir, et dans des conditions sanitaires très complexes. On en parle avec mes invités. À ma gauche, Philippe Royer. C'est la première fois que vous venez, Philippe, sur le plateau, et c'est un vrai plaisir. Président des EDC, entrepreneur et décideur chrétien. Et vous êtes le président de Cenovia, qui est une directeur général pour être précis, qui est une société autour du vivant et de l'animal,
Comment vous définiriez votre entreprise? Oui, on dit on accompagne l'agriculture et l'agroalimentaire dans le domaine du vivant et de la modernité en réconciliant le vivant et la modernité. Le vivant, c'est des sujets souvent très sensibles. Hein. Dit comme ça paraît rien, oui. Mais c'est tous les sujets autour de la technologie, l'informatique, l'insémination. L'intelligence artificielle. Oh là là, le mot qui fait peur. Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. On va parler de sujets très franco-français, mais rien ne nous empêche de parler des États-Unis. La crise est un lien à l'international, avec l'international qui est très, très, très fort. Et comparer aussi la relance et le chômage aux États-Unis. Et puis un essai, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, je ne sais pas si vous l'aviez écrit avant qu'on découvre que Sanofi n'était pas capable de fournir des vaccins, par exemple. Justement, moi je disais qu'il ne faut pas avoir peur de la mondialisation, parce que la mondialisation a toujours existé. C'est une hérésie de dire qu'elle a commencé avec l'OMC, mais qu'au contraire, il faut se préparer, se battre, et parce que je pense que la France a les moyens de s'organiser pour ce faire. On va vous entendre, et sorti chez Descartes, oui. C'est l'éditeur. Mathias Leboeuf, bonjour Mathias. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Journaliste, philosophe, vous signez des papiers, des éditos, je crois, pour dirigeants. C'est important de le signaler, parce qu'il y a des dirigeants qui nous regardent. D'abord, premier sujet concernant la réouverture. Comment vous regardez tous les trois cette question? Parce que ce qui est posé en toile de fond, ce sont des commerçants qui disent « moi, le PGE, je ne peux pas le payer. Si on réouvre, il ne faut surtout pas me mettre immédiatement des mensualités de remboursement ». En un mot, je vous la pose tous les trois, est-ce qu'on est en train doucement, soit de faire rouler la dette sur une période si longue qu'il n'y en aura plus, ou on transforme la dette en subvention? Quel est votre point de vue? Le regard que vous portez, vous, aux EDC, sur cette question? Le premier point de vue, c'est qu'on est pour la réouverture, avec bien sûr toutes les mesures de précaution sanitaire qui vont avec, mais on est dans un monde où on ne peut pas continuer à être dans le quoi qu'il en coûte. C'est un schéma qui était positif dans la première partie. Aujourd'hui, il y a une réalité. Est-ce que nos entreprises ont fermé? Non. On a pris des mesures de sécurité pour pouvoir travailler et imaginer que les studios soient fermés. Donc aujourd'hui, l'enjeu est bien l'enjeu de la réouverture, mais avec quelles conditions sanitaires pour permettre cette réouverture? Mais avançons vers cette réouverture, n'ayons pas peur justement d'aller vers cette réouverture. Mathias Leboeuf et Jean-Claude Beaujour, sur cette question de la réouverture, les lycées, les maternelles, les primaires vont réouvrir, tout ça est réglé. Les musées vont réouvrir avec des mesures sanitaires draconiennes. Les restaurants avec terrasse. Alors là, on commence à rentrer dans la difficulté. Est-ce que vous avez le sentiment que on est déjà dans la communication d'un candidat à la présidentielle qui est obligé d'en donner aux Français, alors que dans les faits, quand on voit le nombre de contaminations, quand on voit les variants qui arrivent, objectivement, c'est pas tenable? Objectivement, c'est une situation compliquée pour l'exécutif. Déjà, première chose. Emmanuel Macron a donné une date, le 15 mai. La question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Moi, je crois qu'il ne pouvait pas ne pas donner de date, parce que ça donne un horizon et ça permet aux gens petite lueur d'espoir, dit Etchebest. Oui, c'est ça, de se projeter. Après, c'est à double tranchant, parce que oui, il va y avoir des réouvertures, mais sauf qu'il n'y a pas de plan. On a quand même l'impression qu'on navigue beaucoup à vue et par gros temps, c'est-à-dire que finalement, on ne voit pas grand-chose. Et prenons l'exemple il n'y a pas de plan de réouverture vraiment concret. Pour les restaurateurs, c'est un vrai problème, par exemple. Évidemment. Pourquoi? Parce que pour les restaurateurs... Sans terrasse, je le dis. Oui, c'est ça. C'est horrible. Terrasse, le voisin a une terrasse, moi j'en ai pas, c'est fini. Vous avez des problèmes d'emploi très simples, puisqu'on parle d'emploi. Les restaurateurs, l'été, ils doivent employer des saisonniers. Oui. Bon, là, les saisonniers, ils font quoi? Ils emploient pas, ils prévoient quel plan? Problème posé par les stations de ski, rappelez-vous. Oui, il y a un mois, il faut prévoir un mois à l'avance. Juste Jean-Claude Beaujour, et je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans de la communication politique. Est-ce qu'on est déjà rentré dans la communication politique? Ou est-ce que, très concrètement, c'est le 14 juillet, le 15 mai, le feu d'artifice, on est tous dans les rues et on danse? Non. Moi, j'y crois pas. Je pense. Le président, d'ailleurs, a eu un peu de prudence, parce qu'il a dit deux choses sur 3 semaines. Alors, c'est par étapes. Sur 3 semaines, par phase de 3 semaines, et si tout va bien, donc il y a 3 conditions, donc ça fait beaucoup de si. Alors 2 choses qu'il faut bien comprendre, et je partage complètement ce qui est dit pour les entreprises. Je pense que nos entreprises ont besoin d'un minimum de visibilité, de prévisibilité, de continuité, de stabilité. On ne peut pas imaginer à quel point, pour un employeur simple, parce que nos entreprises, je parle sous le contrôle du président, mais nous avons un tissu économique qui est fait à 85-90% de petites et moyennes entreprises. Bien sûr. Elles ont
besoin d'un peu de prévisibilité, d'un peu de stabilité. Donc je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la suite. La suite sur le plan médical, je ne suis pas expert, mais j'imagine, ce sont les traitements, mais aussi toute la technique qui pourrait Vous dites sécuriser. traitement, parce que nous on parle vaccin, c'est intéressant. Oui, Non, il y a un débat qui est posé. Oui, mais il y a le vaccin, mais il y a aussi, il faut penser au traitement, il faut penser à la suite, comment accompagner cette... Parce qu'on ne va pas se On va réveiller vivre un avec matin, ce virus. au moins un temps. Vous savez, on a tous pris des habitudes et on ne va pas les oublier. Ça, c'est la première chose. Et dernière chose, pour terminer, je pense qu'il faut se poser la question de la manière de l'après sur le plan économique. Évidemment. Il y a des faillites. On parle de petites entreprises. Ben, c'est vrai qu'il faut qu'on commence, et je le vois dans nos cabinets, on commence à réfléchir sur les levées de fonds, sur ce que peuvent apporter les entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, de l'aérospatial, etc. Là où on peut aller chercher de l'emploi, n'ayons pas peur, allons chercher ces emplois tout de suite. Philippe, votre réseau, juste d'un mot, votre réseau là, c'est beaucoup d'entreprises, c'est 3500 entreprises, dans beaucoup de secteurs différents, on le voit, c'est le domaine agricole. Qu'est-ce qu'elles disent là? Qu'est-ce qu'elles vous font remonter? Qu'est-ce qu'elles font remonter? Déjà, premier point, c'est que je pense que le gouvernement s'est piégé en centralisant l'ensemble des opérations. Nous sommes des adeptes de la décentralisation. Autant on pense que le gouvernement doit gérer des indicateurs clés avec des taux de contamination qui donnent des directions aux régions sur ça, mais vous traiterez de manière beaucoup plus intelligente et de manière plus fine les choses, y compris dans les réouvertures, y compris dans les fermetures. En fonction des régions. Et en fonction des régions. C'est complètement aberrant. Ils ont commencé à le faire, un petit peu. On commence à le faire, mais on sent qu'il y a ce côté jacobin qui veut tout tenir, alors que nous, on se dit, mais il faut faire confiance aux préfets de région, il faut faire confiance aux acteurs, aux entrepreneurs dans les régions, parce qu'on est responsable. On est responsable. Parce que la dette qui est en train d'augmenter, 429 milliards, la cumulée, la globale, Covid. C'est pas le gouvernement qui va la payer. C'est colossal. C'est tous les Français. Nous. C'est nous qui allons la payer. Donc on a un devoir de responsabilité. Et moi, bien sûr, je pense qu'il faut prendre les enjeux sanitaires en cause, mais la décision, elle doit être politique. Juste d'un mot, parce que Mathias Leboeuf veut s'exprimer. Est-ce que vous pensez, parce que certains ont déjà soulevé le problème, on le soulevait il y a presque un mois, la dette n'est pas tenable pour certains commerçants, artisans, PME qui disent si vous me mettez les mensualités du PGE, je meurs. Oui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, et Bruno Le Maire travaille sur ce sujet, transformer une dette en subvention? C'est-à-dire qu'en un mot, l'État n'a pas donné un emprunt, mais a dit c'est une subvention d'État et je vous soutiens. On pense que ce ne sera pas une subvention, on pense que ce sera les études en cours, c'est des prêts participatifs pour être en quasi-fonds propres. En fonds propres, d'accord. Parce que sinon, si vous êtes en obligation de remboursement, vous ne pourrez pas passer. Nous sommes d'accord. On estime, et quand on compare nos chiffres avec ceux de la Banque de France, on estime qu'il y a 5, 7, 8% de gens qui sont complètement aujourd'hui sous morphine et qui sont incapables de se passer de la morphine. Et si... C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on a eu une période où on a eu très peu de défaillances d'entreprises parce que tout le monde était sous morphine. Évidemment. Le problème, c'est quand on retirera la morphine. Mathias Leboeuf, sur la communication politique... Ça, je voulais revenir sur la communication. J'étais sûr que vous alliez rebondir sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, on est dans une période assez charnière. On est à l'articulation de la communication de crise. On a eu une grosse séquence de communication de crise et puis de communication politique parce qu'on va rentrer dans une séquence présidentielle il y a un an. Donc on est entre deux discours et on sent que ça peut frotter un peu. Et puis il y a toujours ces problèmes d'harmonisation du discours gouvernemental avec le discours présidentiel parce qu'on a bien vu que là Emmanuel Macron donne la date du 15 mai, Bruno Le Maire dit oui attention le 15 mai il freine parce qu'il est peut-être en contact direct aussi. Enfin, Emmanuel Macron aussi, bien sûr, mais il y a du frottement quand même, on sent dans l'attelage. Un mot, avant de parler d'emploi. Sur la difficulté, c'est pas simplement une difficulté de communication, je crois que nous n'étions pas, nous Français et le gouvernement le premier, préparés à gérer une crise, et ça c'est une erreur parce que nous sommes un grand pays industriel, nous avons de bons fonctionnaires, nous aurions dû être en mesure, d'autant qu'on avait eu des précédents... Il y a eu des ratages quand même. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis, nous avions eu des précédents qui auraient dû faire que d'être en mesure, on aurait dû être en mesure de... Regardez le sondage, ça va vous intéresser, parce que ça c'est des sondages qui vont revenir régulièrement. Il y a évidemment les intentions de vote, ça tout le monde les regarde, à un an ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, les thématiques disent beaucoup plus de choses, de l'intérêt des Français pour cette présidentielle à travers des thèmes. Et regardez les thèmes qu'ils ont choisis, c'est pas rien. C'est l'emploi à 31%, le pouvoir d'achat à 31%, la sécurité qui redescend, l'immigration à 25%, et vous remarquerez que dans ce classement,
Il n'y a plus l'écologie, le développement durable, qui est redescendu très bas, qui n'est plus un sujet. Vous les comprenez, les Français, vous qui êtes à la tête d'un réseau d'entreprises qui disent « j'ai peur de perdre mon boulot et j'ai aussi un problème de pouvoir d'achat ». Alors, on comprend les Français, on trouve que les critères qui sont mis sont pleins de bon sens parce que les gens ont peur du chaos qui peut suivre. Ce qu'on évoquait il y a une seconde. Donc derrière la crise pandémique, on a la crise économique et certainement la crise politique qui va s'enchaîner. Et par contre, moi je pense qu'il faut toujours prendre du recul au niveau des sondages parce que ce qu'on attend demain d'un gouvernant, ça va être de porter une vision et une perspective pour le pays. C'est compliqué dans le contexte, si je peux me permettre. C'est compliqué, mais c'est indispensable. Ça fait trop longtemps qu'on est dans une politique où les gouvernants s'ajustent aux crises qui se succèdent et ont perdu l'initiative. Nous, au niveau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on plaide pour le fait qu'on redéploie la liberté d'entreprendre. C'est quelque chose de fondamental, la créativité. Mais pourquoi plus de souplesse, plus de liberté plus pour... de liberté, et puis révéler à chaque Français qu'il peut entreprendre sa vie et qu'il peut entreprendre sa vie. Et les jeunes qui arrivent ont envie d'entreprendre. Oui, ça, c'est une excellente nouvelle. Emploi, pouvoir d'achat. Les Français disent globalement, nous, tous les sujets, les autres, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est un job et on veut un salaire. C'est sérieux. Alors qu'en fait, paradoxalement, l'économie va plutôt bien avec la morphine. Oui, vous parliez des États-Unis, c'est exactement la même chose aux États-Unis. Dans cette période, les gens souhaitent qu'une chose, souhaitent surtout conserver leur emploi. En plus, vous avez un certain nombre de jeunes qui devaient rentrer sur le marché de l'emploi. C'est freiné. Pensez à tous ceux qui ont entre 22 et 27 ans aujourd'hui, qui ont déjà fait des études, pour certains très longues, ou qui ont eu des périodes de formation extrêmement longues, qui devaient précisément rentrer, qui se voient freinés en étant paniqués parce qu'ils se disent qu'il va y avoir un effet de bulle. Donc il ne faut pas oublier ceux qui sont en demande d'emploi, ceux qui devaient rentrer sur le marché de l'emploi, ceux qui ont une fin de cinquantaine, un début de soixantaine. On ne le dit pas suffisamment. Mais quand on dit qu'on va supprimer, je connais un peu le secteur de l'aéronautique, on va supprimer 7000 emplois en France, ce sont des gens qui ont 60 ans, qui sont jeunes. Je rappelle, des gens qui sont jeunes, qui partent, alors certes qui ont leur trimestre, mais ça crée de la tension, ça crée de l'incertitude. Ça vide aussi de sa valeur et de du savoir d'une entreprise. Une capacité à rebondir, et c'est cela qui est dramatique pour nous. On a fait un débat sur ce plateau il y a quelques jours sur les seniors, et on ne lâchera pas ce sujet dans Bismart, parce que les seniors, on en parle peu et trop peu. C'est très, très, très important sur les seniors. Juste quand même sur cette question de l'emploi et du pouvoir d'achat, c'est deux thèmes importants. Les Français, on a le sentiment qu'elles ont une sorte de pression, c'est qu'ils anticipent ce qu'on nous cache un tout petit peu, puisque là, c'est caché par les aides, les PGE et le chômage partiel, mais ils ont déjà compris que quelque chose de grave allait arriver. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste ? Pessimisme, je pense qu'il faut être... enfin, je ne sais pas s'il faut être pessimiste, non, mais effectivement, les Français... Il y a une chose, c'est que ça va être une élection, cette élection qui sera extrêmement particulière, parce que le sortant ne va pas défendre un bilan économique d'une politique. Il va défendre un bilan de gestion de crise. Donc ça c'est travail, gilets jaunes, Covid. C'est très particulier. Oui, mais c'est pas rien, hein, un président qui a vécu qu'une crise en fait. Travail et gilets jaunes, à la limite, ça peut résulter de sa politique. Mais la crise du Covid, il ne l'a pas voulu. Et donc, il va devoir justifier... Et cette crise du Covid, elle a quand même impacté fortement la politique gouvernementale et le plan économique. Il ne se passe plus rien. Donc ça va être particulier. La grande question, ça va être de savoir si effectivement les Français vont juger que le quoi qu'il en coûte et cette espèce de retour de l'État-providence avec un creusement de la dette énorme et justifié. Est-ce que c'est la bonne politique ? Est-ce que les Français vont valider ça ou pas ? Je vous avais vu, excusez-moi, parce que nous on parle beaucoup d'emploi, évidemment, c'est notre cœur de métier, mais il y a deux fonderies qui vont disparaître. C'est important, de Casseville notamment, il y a 250 salariés qui sont en redressement judiciaire, ils sont entre la vie et la mort. Vous êtes à la tête d'un réseau d'entreprises, il n'y a pas que des industries, il y a aussi du tertiaire évidemment, mais on a un discours gouvernemental qui dit mais l'industrie c'est formidable, nous on se bat pour l'industrie, et on a dans 2 régions qui sont déjà des régions sinistrées, 2 boîtes qui vont disparaître. Enfin, est-ce que vous y voyez quoi, un double discours ? Est-ce qu'il faut aider ces entreprises où on dit après tout l'industrie en France de ce type, c'est-à-dire la sidérurgie, l'aluminium, n'ont plus leur place ?
Moi, je vais répondre sur ces cas précis. Je pense qu'il peut y avoir des entreprises qui arrivent en fin de cycle et ça fait partie parfois des choses naturelles dans l'histoire. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on est sur les secteurs émergents de nouvelles industries? Est-ce qu'on voit le monde de demain ou est-ce qu'on en a peur? Nous, le constat que l'on fait, c'est que le politique a perdu de l'impact. Et voilà, et si quand vous faites la somme des voix populistes, on arrive à des chiffres qui sont assez inquiétants. Le président Sarkozy s'est présenté, a été battu. Le président Hollande n'a pas pu se représenter. Et il est possible que le président Macron ne puisse pas se représenter. Donc vous dites qu'il y a une pression populiste. Et donc pourquoi ça? Qui freine finalement. Pourquoi? C'est parce que le politique, depuis de nombreuses années, ne traite que les effets et ne traite pas les causes. Et ne porte plus de vision pour la société. Nous, on pense qu'il faut du politique qui revienne avec une vision pour cet esprit d'entreprendre. Donc une stratégie. Et donc une stratégie. Et qui intègre l'inclusion des plus fragiles et l'inclusion de la planète, parce que l'écologie va revenir, elle est fondamentale. Elle est là, l'écologie. Elle est là, bien sûr. Voyez-vous précisément, c'est pour cela. Enfin, une stratégie en période de crise, quand on est en tempête, je veux dire, le navigateur, il se dit pas, je vais prendre tel cap. C'est d'autant plus dur quand on n'en a pas. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous savez, par exemple, on a dit, il faut rapatrier nos entreprises. Oui, c'est vrai. On l'a entendu et on a découvert, mais les choses se passent pas exactement comme ça. Vous n'allez pas juste dire, je rapatrie, vous rentrez les gars, vous rentrez lundi prochain. Il y a une stratégie industrielle, il y a des secteurs pour lesquels on est obligé d'avoir des filiales à l'étranger parce que les gens vous disent on va pas vous faire produire des voitures et nous les emmener, on va produire, donc il faut ça chez nous, et on peut le comprendre, mais dans le même temps il faut voir quels sont les secteurs là où on peut progresser, là où on peut être attractif. N'oubliez pas que la France est le premier pays d'Europe pour son attractivité internationale. Île-de-France et la région Nord et son président, les deux présidents sont extrêmement actifs sur ces deux régions. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a d'autres. Et donc, essayer de creuser dans plusieurs secteurs, y compris ceux de la biodiversité. Un candidat à la présidentielle et peut-être une future candidate. Vous évoquez... Moi, je partage votre optimisme. Mais si on change de paradigme, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les gilets jaunes et autres, on a une société qui est fracturée. Et on ne pourra pas avoir des gens riches qui réussissent toujours, y compris chez les jeunes. On parlait des jeunes qui ont des masters et autres. Bien sûr qu'il ne faut pas sacrifier cette génération, mais cette génération-là, on va réussir à l'inclure. Par contre, ce qui me fait très peur, moi, c'est qu'on a de plus en plus d'exclusion sociale. Et donc, si notre modèle économique ne réintègre pas les plus exclus, les parties manquantes, c'est là qu'on crée le populisme. Bien le nord de la France, c'est bien quelque chose que nous défendons. Nous défendons la formation professionnelle pour qu'effectivement, il y ait toutes les générations représentées et que pas simplement quelques jeunes très diplômés et qui ont un avenir. Mathias Leboeuf, juste, les deux thèmes, c'est la réconciliation d'une société fracturée. C'est ce qu'on entend sur ce plateau. Les Français disent mon pouvoir d'achat et évidemment l'emploi, mon emploi. Donc c'est bien une société fracturée là. Deux choses. Je voulais quand même rappeler que le président Macron avait créé un haut commissariat au plan avec François Bayrou à sa tête, dont le silence est absolument ahurissant. C'est-à-dire que là, pourtant gadget. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de vision, on aurait besoin de perspective, de perspective. Qu'est-ce qui se passe avec le commissariat au plan? Il a disparu, on ne sait pas. Sans compter d'autres institutions qu'on peut appeler France Relance, avec d'autres institutions qui elles-mêmes travaillent sur ce sujet. En fait, vous nous dites quoi là, à travers ça? C'est qu'on n'a pas de stratégie? Oui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, il y a des gadgets et on se demande... Mais avant de nous quitter, il y a un principe de réalité, c'est l'économie. C'est l'économie, on crée de la richesse avec des entreprises. La vraie question, c'est à quel moment on retire la prise, et donc la morphine que vous évoquiez. Et au moment où on retire cette morphine, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces entreprises pour qu'elles ne se séparent pas de collaborateurs? Parce qu'elles sont déjà en train de préparer leur plan pour 2022. Et vous avez vu, Delfrécy dit la crise ne s'arrêtera pas avant 2022, qui est quand même un médecin, un professeur de médecine. Nous, on dit qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs, parce que autant le politique est en difficulté, autant aujourd'hui l'entreprise est plébiscitée de manière par les salariés. C'est vrai. Pourquoi l'entreprise est plébiscitée? Parce que dans une entreprise, moi j'ai un projet d'entreprise à 5 ans, je mets du participatif, j'inclus des plus fragiles. Donc une stratégie. Et donc j'ai une stratégie sur ça. Et il est absolument indispensable. Et par contre, ce qui est devant les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'intégrer le sociétal et l'environnemental, parce que c'est les entrepreneurs qui vont aider le pays à se remettre debout. Un mot chacun sur cette question, parce que le politique semble être passé au second rang malgré la présidentielle qui arrive, et les Français finalement accordent plus d'importance à leurs entreprises. Moi, je crois déjà que la perfusion va au moins durer pendant 1 an, sinon 1 an et demi, puisqu'on a les élections à venir. Donc, toute la durée de la... Mais vous vous rendez compte, la dette? Ah oui, non, la dette sera
sera colossal. Et ça, on n'a pas fini d'en mesurer. Mais après, justement, l'élection, à mon avis, va se faire là-dessus. C'est vraiment savoir, est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que la stratégie du quoi qu'il en coûte a préservé ou pas? Est-ce que l'État-providence tel qu'on le connaît aujourd'hui est une bonne chose ou pas? Et effectivement, les entreprises, on s'aperçoit que les entreprises jouent un rôle plus important de qu'avant. colonne vertébrale Bien sûr. et un rôle Elles social. sont centrales. C'est vrai. Et les DRH, parce qu'on fait une émission sur les DRH, on n'a jamais autant parlé des directeurs des ressources humaines. Un mot de conclusion, Jean-Claude Beaujour. On a dit réconciliation entre le monde politique et le monde économique, le monde de l'entreprise et les Français, parce que c'est ensemble que nous construirons ce projet pour la suite. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une question d'élection présidentielle. Vous savez, au bout de l'élection présidentielle, je dis après tout, ce sont les Français, c'est chacun de nous qui paye, qui paye l'addition, On va le payer cher, la une note, situation sociale, ou soit par le chômage, soit par des situations de détresse, etc. Donc je pense que c'est probablement le moment, justement, c'est maintenant qu'il faut ensemble essayer de construire la société de demain. En fait, il y a le nouveau pacte social qu'il faut... C'est fini, messieurs. Moi, c'était un plaisir. Il ne faut pas oublier que la dette française... Elle est à évaluer en rapport avec les autres pays, c'est-à-dire que les dettes sont pas solides. Enfin, sont... Oui, il y a une forme de solidarité. En tout cas, il y a un plan de relance. Tout ça est très compliqué parce que la BCE a donné beaucoup d'argent. Et puis on a aussi notre propre dette structurelle qui existait depuis quand même une vingtaine d'années. Par ailleurs, faut-il en parler, il n'y a pas que le Covid qui a creusé la dette. Merci à vous trois. Philippe Royer, président des EDC, président de Cenovia, directeur général. Jean-Claude Beaujour, avocat. Un essai. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, vous avez fait passer le message. Il faut de la stratégie. Ça fait plusieurs années que je le dis. Ça fait quelques années. Vous reviendrez nous le dire chez Descartes. Et puis merci à Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe. Il signe des papiers, notamment dans l'éminent magazine Dirigeant. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. On termine avec l'emploi. Bah oui, vous allez me dire, c'est normal, on est dans Smart Job. Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z, édition La Cabrique. L'auteur est là, elle attend derrière la porte. Le cercle RH est terminé. On passe au livre de Smart Job. C'est le livre du vendredi. Comme chaque vendredi, vous connaissez notre rubrique, notre petite pastille. Recrutez-vous, la jungle de l'emploi. Livre écrit par Nicole Degbeau. Bonjour Nicole. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice, la CEO de La Cabrique. Donc vous avez auto-édité ce livre. Exactement. La Cabrique édition. D'abord, recrutez-vous, c'est quoi ce titre? Pourquoi vous avez utilisé cette forme-là, cette forme grammaticale? Prenez votre destin en main? Exactement. Je me suis dit que ce serait intéressant que les candidats essayent de comprendre ce qui motive un recrutement. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête des recruteurs? Qu'est-ce qui se passe dans la coulisse en fait de l'emploi? Et donc, comme j'ai 20 ans d'expérience en recrutement. Non, dans le monde du travail. Voilà, toute Avant. la systémie du travail, avec un regard qui me semble intéressant parce qu'à la fois, il y a une expertise en recrutement, il y a une expertise également en évaluation, une compétence de plus en plus pointue en économie, en stratégie, une passion absolue pour les individus. Et pour la notion d'individuation, je me suis dit que je pouvais catalyser ces enjeux et les mettre dans un livre au service du plus grand nombre. Alors, c'est un livre pratique parce que la couverture fait penser comme ça à un livre de Stendhal. Tout à fait. Mais elle est très belle, votre couverture. Mais à l'intérieur, je montre la couverture. Voilà. Ce sont des éléments pratiques avec des couleurs, avec des onglets. Exactement. En fait, vous avez décidé de prendre par la main le demandeur d'emploi, celui qui cherche un emploi. Exactement. Quels sont les conseils à travers votre livre, à travers cette jungle, les conseils les plus essentiels que vous donnez aux demandeurs d'emploi, à celui qui recherche un emploi ou à celui qui veut changer d'emploi? En fait, les conseils, on va dire les grands conseils, les grands principes s'articulent autour des 5 chapitres. C'est-à-dire, pour commencer, quand on veut chercher du travail, surtout quand on a un secteur en tête, il faut quand même s'intéresser à la systémie du secteur. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Voilà, quels sont les enjeux de la fonction que je recherche? Quelles sont les contraintes? Quelle est l'ambiance aussi légale autour du métier que je recherche? Est-ce qu'il y a des pénuries? Enfin, tout ça, parce que ça peut aider. Le deuxième chapitre, la to-do list inévitable, c'est qu'est-ce que je dois... À quel point je me connais? Quels sont mes essentiels? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Donc là, de souhait personnel. Je me regarde à l'intérieur. Exactement. Voilà, où j'en suis, mon bilan de carrière, mon bilan de compétences, etc. Parce que quand on cherche du travail, on est beaucoup plus enhardi quand on se connaît et quand on sait contourner ses angles morts. C'est très joli. Voilà. Contourner les angles morts, c'est effectivement de répondre un peu Exactement. pour... voilà. Et jouer aussi avec ses ressources. Voilà. On peut aussi assumer ces angles morts. Tout à fait.
il y en a certains qui ne sont absolument pas un problème. Ouais, c'est ça. Exactement. Le troisième chapitre, c'est vraiment le matching post-profil. Et là, précisément, c'est intéressant pour le candidat de se mettre complètement dans la peau d'un recruteur, mais en allant, j'allais dire, par-delà la définition de fonction. Quels sont les besoins réels? Qu'est-ce qui se cache derrière une définition de fonction? Quelles sont les attentes réelles? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que j'ai déjà fait ce que le recruteur, enfin l'entreprise attend? Est-ce que, au fond, même si je n'ai pas fait, je n'ai pas du potentiel pour y arriver? Et donc voilà. Et donc le chapitre 2, évidemment, aide à aborder le chapitre 3. Le chapitre 4, ensuite, c'est une fois qu'on est prêt. Qu'on a fait son examen de conscience, qu'on a bien tout rangé. Exactement. Une fois qu'on est prêt, on se dit, bah voilà, quelle stratégie de recherche emploi je vais mettre en place? Quelles sont les entreprises que je veux? Voilà. C'est quand même mieux de choisir. On cible. Exactement. On repère. Exactement. Ouais. Et donc, on utilise évidemment le chapitre 1. Et donc, on se dit, mais quelles sont mes valeurs? Chapitre 2. Voilà. En quoi quelle est l'adéquation que je recherche? Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Quels sont mes fondamentaux entreprise? Voilà. Avec quel type de manager j'ai envie de travailler? Vous nous rassurez, parce que c'est vrai qu'on avait un invité l'autre jour qui disait, mais tout le monde veut aller chez L'Oréal. Je cite L'Oréal. C'est pas vrai. C'est une très bonne école. C'est une très bonne Oui. école, mais il faut quand même se donner quand même plusieurs items. Mais bien sûr. 4 ou 5 entreprises. Mais bien sûr. Hein. Mais je dis même plan A, plan B, plan C. C'est ça, il faut s'en donner. Hein. Exactement. Parce que ça drive. Voilà. Et ça permet de piloter ses ambitions. Voilà. Et donc, la stratégie de recherche d'emploi est donc se dire, j'ai le droit de choisir, moi aussi. C'est pas uniquement l'entreprise qui choisit. Ouais, bien sûr, exactement. bien sûr. C'est un choix, c'est un mariage. Hein. À durée déterminée. Oui, c'est une histoire d'amour qui peut s'arrêter très, très rapidement ou qui peut durer toute une vie. Exactement. Voilà. Mais il y a énormément d'erreurs de casting. Et les erreurs de casting, c'est beaucoup d'argent. Bah, ça coûte cher pour l'entreprise, là, en Ça l'occurrence. coûte cher pour Et l'entreprise, psychologiquement, c'est c'est dur hein, pour le candidat. Exactement. Donc comment éviter ça? Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Et le chapitre 5, c'est le chapitre phare du livre, puisque c'est vraiment décrypter l'entretien de recrutement, en parlant des biais, en parlant de la posture, en parlant du positionnement. Comment est-ce qu'on est copilote de l'entretien de recrutement? On est dans le dur, c'est-à-dire on est dans le moment qu'on attend, Exactement. qui est le face-à-face, Voilà. où là, il va falloir qu'on dise quelque chose. Exactement. Là, vous donnez des conseils, mais la posture, c'est quoi? Il faut être à la fois sûr de soi sans trop l'être, il faut être offensif sans être trop bavard. Alors, le conseil principal que je donne, c'est préparez-vous. Voilà. Bien sûr. Pour avoir du temps de cerveau disponible et pour pouvoir être en écoute active pendant l'entretien. Parce que si vous Préparez-vous, c'est quoi? Prendre du temps calme pour soi? Faites les 4 chapitres. Enfin, préparez-vous. Ouais, voilà. D'accord. Parce que si vous arrivez en entretien, que vous êtes prêt, vous serez libre. Libre d'avoir un échange, libre d'interagir, libre de questionner, libre de vous positionner aussi, sans penser à mince, comment je peux répondre à cette question? Oui, parce qu'on ne l'a pas préparé en amont. Exactement. Voilà. Et donc c'est la liberté, la préparation. Ouais, c'est fondamental. C'est fondamental. Sur la posture, juste un mot. Là, on est libre. Il faut se relâcher d'abord, avant tout. En fait, c'est par rapport au travail qu'on a mené avant. La posture, c'est un tango avec votre interlocuteur. Donc ça dépend vraiment de la manière dont il va se positionner. Si vous avez quelqu'un d'un peu fermé, vous allez vous caler sur son rythme. Exactement. Voilà. Mais si vous avez un opérationnel, ça n'est pas la même chose que quand vous avez quelqu'un des ressources humaines. C'est pas du tout la même posture. Vous n'allez pas aborder les mêmes sujets. Exact. Voilà. Forcément, automatiquement, on rentrera dans l'opérationnel sur des éléments techniques. Exactement. Que la RH, on sera plus dans une globalité de l'humain. On est d'accord. Exactement. Ouais, c'est très par intéressant. exemple, si vous vous positionnez sur un poste, par exemple, dans le domaine de la transformation, c'est tellement la mode. Positionnez-vous. C'est-à-dire quand on vous pose des questions, évitez d'être lisse, de sortir de sinon ça marche contenu. pas. Sinon on a du mal à être performatif quand on dit mais je suis tout à fait compétent en matière de transformation. Voilà. Donc, pas possible. Non, il faut être cohérent. Mais on peut être cohérent quand on a préparé, quand on comprend les motivations de sa candidature. Et qu'on a bien préparé en amont, en ayant lu votre livre. Exactement. Pour arriver dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Pour ce qu'on estime être le premier élément. Vous vous dites c'est le dernier élément de la chaîne. Exactement. Et je sais que ça marche parce que pendant 16 ans, j'étais salariée dans des cabinets de conseil américains et j'ai porté des centaines de candidatures, des milliers de candidatures avec cette démarche. Je les ai coachées. Ouais, et honnêtement, en 16 ans d'expérience ou même en 20 ans d'expérience en matière de recrutement, j'ai peut-être eu 5 échecs, mais parce que l'entreprise ne m'avait pas tout dit.
C'est ça, il y avait des petites choses cachées en C'est fait. ça. Le- On va se réorganiser, c'est ça. mais on ne lit Ouais, pas. Je comprends. Ouais, mais ça, si vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous ne pouvez pas jouer. Voilà. Nicole Degbaud, lisez-le. Si vous ne voulez pas vous planter lorsque vous voulez changer d'emploi, de vie, ça marche. Voilà. Bah oui, parce si que vous c'est voulez réussir, réussir. pilotez votre carrière. Et puis je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi tout un travail sur un carnet de notes où vous pouvez aussi raconter vos sensations, votre évolution. Il y a, vous couchez sur le papier le journal intime du prochain tango que vous allez faire avec votre RH ou votre manager que vous aurez en face de vous. Merci. Rechercher un emploi, c'est du travail. Et chercher un emploi, c'est du travail. Ça, Exactement. il y a plein de formules dans ce que vous nous dites. Il y a plein de punchlines. Oui. Un entretien d'embauche, c'est un tango. J'adore. On le garde. Nicole Degbaud, merci d'être venue, fondatrice et CEO de la Cabric. Fabrique de gouvernance stratégique et humaine. Fabrique de gouvernance stratégique et humaine. Qui Merci accompagne les transformations. pour votre énergie. Ne bougez pas. Je salue toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Romain Luc, évidemment. Fanny Griesmer, évidemment. Amanda Montero, qui était avec nous, mais je crois que ce n'est pas elle. Merci à toutes les équipes. Merci à Valentin, qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Pauline Gratel. Merci à tous ceux qui nous regardent chaque jour en direct et puis qui, évidemment, nous vivent et nous suivent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez nous écouter en podcast, je tiens à vous le dire. C'est toujours agréable d'avoir dans les oreilles une émission. Hop, vous virez mon visage, vous avez que ma voix et les invités. C'était un plaisir. Vous retrouverez la semaine prochaine Fanny Griesmer qui fait ses grands débuts ici dans Smart Job. Et puis je serai là une semaine plus tard si tout va bien. Bye bye, portez-vous bien. Merci.